Nous avons donc ce problème de ces femmes qui trahissent leur mission, qui refusent d'être des réceptrices, qui veulent être des émettrices. On est très loin du mythe de la femme réceptrice, car la femme peut être réceptrice, mais elle l'est dans des conditions très particulières. Elle reçoit des choses qui sont déjà prêtes, qu'on lui montre. Comme je disais tout à l'heure dans une autre vidéo, on est dans le mythe de la caverne. La femme ne voit que ce qu'on lui montre. Elle ne peut pas observer le monde. Il n'y a que le monde qui se manifeste à elle qu'elle peut observer. Ce qui est un peu limité, qui est un peu réducteur. Donc, la, la question, c'est qu'il y a des personnes qui sont incapables d'observer autre chose que ce qu'on leur montre, que ce qui est palpable, ce qui est écrit, ce qui est écrit. Et le véritable historien, c'est celui qui a une approche panoramique à la fois dans l'espace et dans le temps, et qui a suffisamment de paramètres qui lui permettent, par des recoupements, d'arriver à certaines conclusions. Il faut une culture très large, en fait, pour pouvoir être un bon historien, et quelqu'un qui est capable de reconstituer des documents qui sont... En réalité, ces documents ne sont pas absents, mais il faut aller les chercher en dehors, au-delà des frontières du domaine qu'on regarde. Il faut dépasser les bornes, si on peut dire, les bornes d'une certaine discipline. Et à partir du moment où on dépasse les bornes, on s'aperçoit qu'on a des réponses dans d'autres domaines qu'on peut transposer au domaine considéré. J'ai vu parfois, par exemple, d'aller voir ce qui se passe dans un autre pays pour voir que des éléments qui manquent dans le pays A sont présents dans le pays B. Dans le PIB, pas le PIB au sens économique. Voir par exemple que ce que, à telle époque, on ne dispose pas de certains éléments à certaines époques, mais à d'autres époques, on en dispose. Et que ça va permettre de combler les lacunes du premier exemple. L'approche comparative est la meilleure façon, comparative dans le temps et dans l'espace, est la meilleure façon de combler un très grand nombre de points qui ne sont pas clarifiés, ou de rectifier un certain nombre de points qui sont problématiques, qui apparaissent problématiques par comparaison, justement. De la même façon que la comparaison, c'est aussi la comparaison entre le normal et le pathologique. Le pathologique dépend complètement de l'idée qu'on se fait de la normalité. J'en parlais ce soir avec une dame qui est psychiatre, et je lui expliquais que toute sa conception de la pathologie est fonction de l'établissement de normes, et que ces normes peuvent changer. Alors elle voulait se persuader que les normes, elles étaient connues une fois pour toutes. Mais c'est une plaisanterie. La recherche aboutit à de nouvelles normes et à remettre en question les définitions pathologiques du passé. Par exemple, si on s'aperçoit qu'un homme et une femme n'ont pas le même fonctionnement normal, des choses qu'on pouvait trouver anormales chez les uns ou chez les autres deviennent normales, et inversement. Ou s'il y a une cyclologie qui permet de dire qu'à certaines périodes, certaines choses sont normales et d'autres pas normales, là aussi. Donc, la cyclocyclologie permet de renouveler totalement et radicalement toute la question de la normalité, et donc toute la question de la pathologie. Et ça, il y a des psychiatres qui ne veulent pas en entendre parler, parce que pour eux, ces normes, elles sont établies, elles sont connues, elles sont évidentes, et elles ont une sorte d'incapacité, je dirais même d'impuissance, à vouloir admettre et à pouvoir admettre que de nouvelles normes puissent se mettre en place. Elles restent attachées à des normes qu'elles croient universelles, dans une sorte d'intemporalité, d'aspatialité. Enfin, on n'est plus dans un espace-temps quel qu'il soit, c'est un espace de temps universel, total, vrai pour le passé comme pour le futur. Il y a une négation du futur qui est paradoxale pour des femmes qui justement souvent spéculent sur ce que le futur va leur apporter.
elle s'illusionne beaucoup, d'ailleurs, en se faisant. Mais je veux dire qu'effectivement, le futur, l'homme représente le futur. L'homme incarne le futur. Et les femmes ont la fonction de repérer quels sont les hommes qui sont capables de les féconder, et donc de préparer le futur. C'est aussi simple que ça.